Il est 13 heures, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans ce journal accessible aux sourds et aux malentendants. Hier jeudi, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État. Deux projets de loi portant sur le code de la nationalité ont été adoptés. Ce sont des dispositions qui visent à éliminer les velléités de fraude dans la procédure d'obtention de la nationalité ivoirienne. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est arrivée hier dans l'après-midi à Kinshasa, en RDC, la République démocratique du Congo. Dominique Ouattara y est pour prendre part aux célébrations marquant le 20e anniversaire de l'OPAD, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Et puis, nous allons aussi aller dans ce journal à la cérémonie de lancement des programmes entrepreneuriat PGGouv 2023. Cette cérémonie qui s'est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment du ministre d'État Kobena Kwasi Ayumani, Belmondogo et bien sûr de Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse. On part tout de suite au palais de la présidence de la République où s'est tenu hier un conseil des ministres, réunion au cours de laquelle plusieurs mesures ont été adoptées et parmi lesquelles deux projets de loi portant sur le code de la nationalité. Ce sont des dispositions, je le disais, des dispositions qui visent à circonscrire et à éliminer les velléités de fraude dans la procédure d'obtention de la nationalité ivoirienne. Retour sur le communiqué du porte-parole du gouvernement avec Jérôme Kofi Abola. Les fraudes sur la nationalité, l'une des préoccupations au menu du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, ce jeudi au palais présidentiel. La mesure prise à ce sujet fait partie des 6 projets de loi arrêtés lors de cette rencontre. Elle a pour objectif de faire face efficacement et de manière durable à cette situation de fraude sur la nationalité. Au titre du ministère de la Justice et des droits de l'homme, le Conseil a adopté 2 projets de loi. Le premier projet de loi modifie la loi du 14 décembre 1961 portant code de nationalité tel que modifié par les lois du 21 décembre 1972 et du 17 décembre 2004, les décisions du président de la République du 15 juillet 2005 et du 29 août 2005 et la loi du 13 décembre 2013. Ce projet de loi vise à prévenir les fraudes sur la nationalité ivoirienne, à circonscrire notamment les mariages de complaisance contractés en vue donc de contourner la procédure ordinaire de naturalisation. Ainsi, le présent projet de loi fait obstacle à l'acquisition immédiate de la nationalité ivoirienne pour le conjoint étranger suite à la formalité administrative du mariage avec l'autre conjoint de nationalité ivoirienne. Il conditionne l'acquisition de la nationalité à une déclaration du conjoint étranger faite devant le ministère de la Justice à l'issue d'une période probatoire de 5 ans, à compter de la célébration du mariage en vue de prouver la stabilité de l'union et l'intérêt que porte le requérant à la nationalité ivoirienne. Aussi, la nationalité n'est acquise qu'à la date de l'acceptation de la déclaration d'acquisition de la nationalité ivoirienne du conjoint étranger par l'autorité compétente. Au niveau des ordonnances, il y en a une. Elle est principalement en lien avec l'organisation des collectivités territoriales. Une ordonnance modifiant les articles 149, 153, 171 et 175 de la loi du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales et la loi des ratifications y afférentes. Un décret fixant la composition numérique des conseils régionaux et des bureaux des conseils régionaux. Un décret fixant le nombre de conseillers municipaux et des adjoints au maire par commune. Ces 3 mesures interviennent en application de la loi du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales qui établit une corrélation directe entre la composition des organes de gestion de la région et de la commune et le nombre d'habitants de ces collectivités territoriales. Ainsi, la composition numérique des conseils régionaux et des bureaux de conseils régionaux, ainsi que le nombre de conseillers municipaux et des adjoints au maire par commune sont arrêtés en fonction de la population dénombrée
dans la collectivité territoriale concernée. Compte tenu de l'évolution de la hausse de la population vivant dans les régions et communes et au regard des résultats définitifs du dernier recensement général de la population et de l'habitat de 2021, cette ordonnance et les textes subséquents modifient la composition numérique des organes délibérants et exécutifs des collectivités territoriales de sorte à leur permettre de refléter au mieux la diversité des courants et opinions et d'assurer un meilleur encadrement des populations dont ils ont la charge. Au chapitre des communications, le Conseil n'est pas resté sans prendre d'autres mesures au nombre desquelles celles portant stratégie nationale de sécurisation foncière rurale. Adossée à la déclaration de la politique foncière rurale, la stratégie nationale et le programme national visent à assurer la sécurisation du domaine foncier rural en vue donc de réduire significativement la pauvreté en milieu rural, de renforcer la cohésion sociale et de gérer durablement les ressources naturelles. Ces documents de politique publique sont articulés autour du renforcement de la gouvernance du foncier rural et de l'accélération de la sécurisation des opérations de sécurisation foncière. Il s'agit in fine de créer les conditions favorables à la certification de l'ensemble des terres rurales d'une superficie d'environ 22,6 millions d'hectares et l'achèvement de la délimitation des territoires des villages. La mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurisation foncière rurale et son programme sur la période 2023-2033 est estimé à 620 milliards de francs CFA. En baissant le rideau, le Conseil des ministres donne rendez-vous dans la première semaine du mois prochain. La réunion est prévue précisément le 5 juillet 2023. Je vous le disais en titre, Dominique Ouattara est arrivé hier à Kinshasa, en RDC, pour prendre part à la célébration du 20e anniversaire de l'OPDAD. L'OPDAD, entendez, l'organisation Première Dame d'Afrique pour le développement. À son arrivée, la Première Dame a été accueillie à l'aéroport par la ministre d'État, ministre de l'Environnement, représentant Mme Denise Nyakero Tshisekedi, Première Dame de la République démocratique du Congo. Abiba Dambélé est notre envoyé spécial sur place. Voici son reportage. Le pavillon présidentiel de l'aéroport de Ndjili accueille un hôte de marque ce jeudi après-midi. Il s'agit de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui effectue sa toute première visite en République démocratique du Congo pour honorer de sa présence les festivités marquant les 20 ans de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. La Première Dame est accueillie par Eve Bazaïba, ministre d'État, ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo, par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République du Congo, son Excellence M. Silas Adjé Mèche, et les membres de son cabinet. Des danseurs traditionnels et des Ivoiriens résidant à Kinshasa ont manifesté leur forte présence. C'est la première fois que je viens au Congo démocratique et je suis très heureuse d'être là à l'invitation de ma sœur, Madame la Première Dame Denise Tshisekedi, pour les 20 ans de l'OPDAD. Donc je suis vraiment très heureuse d'être là et de découvrir ce beau pays. À son arrivée au Palace Fleuve Congo, hôtel où elle va résider pendant son séjour, Madame Dominique Ouattara est chaleureusement accueillie par une foule nombreuse, arborant des t-shirts à son effigie. Un bain de foule qui va durer de longues minutes. Au programme de ce 20e anniversaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, des conférences et panels, des expositions et un dîner gala. Le président de l'autre Congo était lui en visite d'État de 96 heures en Côte d'Ivoire et c'est hier jeudi en début de soirée que Denis Sassou Nguesso a quitté Abidjan pour Brazzaville, raccompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par Thiemoko Méliès Koné, le vice-président de la République, et de plusieurs membres du gouvernement. Cette visite d'État, qui aura donc duré 4 jours, a été marquée par la signature de 13 nouveaux accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République du Congo. Je vous propose d'ailleurs de revenir sur les temps forts de cette visite d'État du président congolais en Côte d'Ivoire, temps fort donc signé Alexis Ouedraogo.
Au pied de l'échelle de Coupé ce lundi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le président congolais Denis Sassou Nguesso, à la tête d'une forte délégation composée des membres de son gouvernement, de conseillers et d'hommes d'affaires, il est accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les deux pays chérissent une longue relation d'amitié et de coopération dans divers domaines et entendent améliorer leur flux d'échanges. Cap sur le palais présidentiel d'Abidjan, où les deux chefs d'État passent en revue plusieurs sujets de coopération. Bien avant la signature de 13 accords bilatéraux, portant entre autres sur les domaines agricoles, la lutte contre la criminalité, la modernisation de la fonction publique, la coopération, le transport et l'industrie maritime, la promotion immobilière, le développement et la promotion des PME, l'artisanat, l'élevage et la production animale, les loisirs, le pétrole, ainsi qu'un accord relatif à l'exemption des visas pour les détenteurs du passeport diplomatique. Merci Alassane pour le chemin que vous nous montrez ici. Et félicitations vraiment pour les résultats que vous obtenez. Et nous sommes donc venus pour renforcer cette coopération entre nos deux pays. Et nous pensons que nous agirons dans l'intérêt de nos peuples, congolais et ivoiriens, mais disons simplement, nous travaillerons ensemble pour l'intérêt de l'Afrique. Autre sujet abordé, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Denis Sassou Nguesso et 6 autres présidents africains devraient en fin de semaine rencontrer les principaux acteurs du conflit pour porter un message de paix. Plus tard en soirée, un dîner est offert au président congolais ainsi qu'à toute sa délégation. Sassou Nguesso a été levé grand croix dans l'ordre national. J'ai foi en notre capacité à porter plus haut la relation exceptionnelle et privilégiée qui unit déjà nos pays, à rapprocher davantage nos peuples et préparer notre jeunesse aux défis de son époque. Mardi, à l'hôtel du district d'Abidjan, où de son titre de citoyen d'honneur, le président congolais est encouragé et distingué par les chefs traditionnels, les chefs religieux et les cadres, en accord avec les autorités de la ville d'Abidjan, en qualité de chef traditionnel. Il intègre désormais la grande famille Akado et la génération Nyando, ainsi que la catégorie Dumba. Monsieur le Président, avec nos parents de Oyo, sachant que votre nom à Abidjan, c'est Sagou. Votre grande famille, c'est Akado. Le président congolais a profité de sa présence en Côte d'Ivoire pour visiter l'entreprise Semois spécialisée dans la production de chocolat. Il s'est ensuite rendu à Yamoussoukro pour s'incliner et déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président ivoirien. Quand j'ai accédé à la magistrature suprême de mon pays, le Congo, c'est le premier chef d'État au monde que je suis venu voir en 1979. Au cours de cette visite d'État en Côte d'Ivoire, j'ai tenu encore pour la deuxième fois à venir ici lui rendre hommage et me recueillir. Le président congolais devrait achever sa visite officielle ce jeudi. Visite officielle donc qui s'est achevée. Le président est rentré dans son pays. Vous l'avez vu, le président congolais a été élevé au rang de grand croix de l'ordre national de Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara. Mais il n'y a pas que Denis Sassou Nguesso qui a été distingué. 2 membres de son gouvernement ont également été décorés. Ils ont été élevés dans l'ordre national à la grande chancellerie par la ministre d'État Kandia Camara, représentant la grande chancelière. Témoignage, Laure Goretti, Mahama Traoré. Jean-Claude Gakosso, ministre congolais des Affaires étrangères, et son collègue chargé de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, élevé au rang de commandeur dans l'ordre national par la grande chancellerie de Côte d'Ivoire. Le pays est ainsi reconnaissant de la contribution de ces 2 hommes d'État congolais au progrès des relations entre les 2 pays. Cet acte traduit avant tout l'excellence des relations fraternelles
des relations d'amitié et surtout la coopération bilatérale excellente qui existe entre nos deux pays. Et je pense que cet acte ainsi posé devrait nous amener à aller plus loin et à faire beaucoup plus. Et dans le bel élan de cette cérémonie, nous allons poursuivre ces efforts. Nous avons commencé déjà à discuter avec le ministre en charge du commerce et de l'industrie pour que nous puissions matérialiser de manière très concrète cette coopération à travers des projets bien précis. L'Ordre national de Côte d'Ivoire est la distinction la plus importante. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, représentant la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, indique que ce geste est conforme à l'esprit des relations fraternelles entre les deux pays. Dans cette institution qui est le symbole de l'excellence ivoirienne, nous voudrions les féliciter très sincèrement au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, et de la grande chancelière de l'Ordre national, professeur Henriette Dagri-Diabaté. Vive la coopération ivoiro-congolaise pour une Afrique solidaire et prospère pour le bonheur de nos peuples. Cette distinction se tient en marge de la visite d'État qu'effectue en Côte d'Ivoire depuis le 12 juin dernier le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Voilà pour le chapitre visite d'État du président congolais en Côte d'Ivoire, visite qui, je le rappelle, a duré 4 jours. Adama Bictogo, lui, séjourne depuis quelques jours à Hanoï, au Vietnam. Et hier, le président de l'Assemblée nationale s'est entretenu avec les ministres vietnamiens du commerce, des transports et le vice-ministre de l'agriculture. Au cours de ces échanges, il a été principalement question de renforcement des relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et le Vietnam. Moussa Konaté et Lamine Dramé sont présents sur place. Leur compte rendu. Avec ses 34 ports maritimes internationaux, le Vietnam se positionne comme un pôle économique en Asie. Le pays entretient d'excellents rapports avec la Côte d'Ivoire, une relation économique et commerciale au cœur de cette rencontre entre le président de l'Assemblée nationale et le ministre vietnamien des Transports, Nguyen Van Thanh. Le Vietnam est la porte d'entrée de l'ASEAN. Vous savez que l'ASEAN est composé de 6 pays et représente près de 650 millions d'habitants. Donc il est bon qu'on regarde donc du nombre de ports dont dispose le Vietnam, que le Vietnam, qui est à la limite le hub pour l'ASEAN, soit donc une porte d'entrée et un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire. Aussi avions-nous abordé le principe des tarifs douaniers et au niveau des frais de port, que nos chefs d'entreprise puissent se rencontrer, qu'il y ait donc une relation entre nos ports pour permettre donc la fluidité. Le secteur économique constitue un axe important de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Vietnam. Près de 30% de la production nationale de noix de cajou est importée par le Vietnam. Au cours de son entretien avec le ministre du Commerce du Vietnam, Ong Dien Nguyen, le président Adama Bictogo appelle à renforcer les acquis des échanges commerciaux entre les deux pays. L'association des producteurs de noix de cajou du Vietnam a évoqué la volonté de mettre des taxes sur les noix de cajou en provenance de la Côte d'Ivoire. Je crois que nous avons échangé et nous avons pensé qu'il était bon, compte tenu de l'étroitesse de notre collaboration, que la noix de cajou de Côte d'Ivoire ne soit pas frappée donc de taxes, mais qu'ensemble nous puissions mettre en place un cadre d'échange. À l'intérieur donc de ce cadre d'échange, voir comment améliorer nos échanges sans qu'il y ait de taxes qui soient un frein. Ces séances de travail avec les membres du gouvernement vietnamien marquent ainsi la fin d'un séjour fructueux, selon Adama Bictogo. Pour ce que nous avons noté, le Vietnam peut, dans les années à venir, l'un des partenaires les plus privilégiés de la Côte d'Ivoire et qui pourrait donc répondre à cette volonté, à ce cap fixé par le président Alassane Ouattara, qui est de transformer l'économie ivoirienne par la création d'unités de transformation pour 50% de nos produits. C'est en cela que je voudrais dire que toute la délégation qui m'accompagne a donc réalisé une visite qui, en tout point de vue, est profitable à notre pays, la Côte d'Ivoire. La délégation ivoirienne a aussi échangé avec le vice-ministre de l'Agriculture du Vietnam.
On rentre à Abidjan et là, je vais vous faire assister à un baptême, celui de l'OPV 45, ce 6e patrouilleur offshore patrol-vaisselle de haute mer, acquis par la Marine nationale pour accomplir des missions de défense et de service public. Il a été baptisé Espérance. La ministre Anne-Désirée Ouloto en était la marraine et c'était en présence du ministre de la Défense et de nombreux autres membres du gouvernement. Nos reporters étaient aussi sur place. Marie-Chantal Akandan, Jacob Kinibois. Espérance est le nom de baptême du nouveau patrouilleur de haute mer. Cette nouvelle acquisition contribuera à la surveillance des eaux nationales. La ministre Désirée Anne Ouloto, marraine, a eu le privilège de baptiser ce navire. Elle s'est réjouie pour cette initiative qui est très importante pour le renforcement des capacités de la sécurité maritime nationale. J'éprouve beaucoup de fierté de constater que notre marine nationale, à l'image de notre grande armée, se relève progressivement et à fière allure. Je voudrais exprimer donc ma joie, la grande émotion qui m'étreint, mais surtout ma fierté d'être ivoirienne en ce jour. Fierté de travailler auprès d'un grand homme, le président de la République, qui, de main de maître, conduit donc notre beau pays dans un climat aujourd'hui totalement apaisé, de grande sérénité, où les Ivoiriens vivent ensemble et ensemble travaillent donc pour des lendemains meilleurs. Je voudrais souhaiter bon vent à ce patrouilleur et prier encore une fois que la Sainte Patronne Sainte-Anne veille sur eux pour des missions toujours heureuses et fructueuses. Le patrouilleur Espérance de type offshore patrol-vaisselle OPV 45 est un navire militaire de la classe des patrouilleurs hauturiers. Il est conçu pour des missions régaliennes de défense, des approches maritimes en vue de participer au rayonnement régional de la Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, salue cette montée de puissance. C'est beaucoup plus de protection en mer. La piraterie maritime est un fléau qu'il faut combattre et nous avons des patrouilleurs à mesure d'aller très loin dans les eaux maritimes. Et ceci est un avantage, comme vous avez pu le remarquer. Ce patrouilleur est très bien armé et ça permet de dissuader, ça permet de se projeter en mer à des milliers de kilomètres, ce qui est exceptionnel, donc beaucoup plus de protection de nos eaux maritimes. 32 membres composent l'équipage de ce navire. Ils ont été distingués pour leur abnégation à la tâche. Ce sont eux qui ont conduit le navire à bon port venant d'Israël dans les eaux de la Côte d'Ivoire. On va descendre du patrouilleur OPV 45 et on va rejoindre d'autres membres du gouvernement, en l'occurrence le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, la ministre de la Solidarité et lutte contre la pauvreté, le ministre des Sports, tous autour du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique pour lancer officiellement les programmes Entrepreneuriat PJGouv 2023. Patricia Kouakou et Jean-Marc Djadji nous en donneront les détails ce soir dans le 20h. On a donc tout juste le temps de faire un tour en France, où le ministre de la Communication et de l'Économie numérique séjourne depuis quelques jours. Il est donc à Paris où il vient de signer à l'édition 2023 de Vivatech une convention de partenariat avec Infranom, la fédération fondatrice du comité stratégique de filière des infrastructures numériques. Une signature qui va bien profiter aux startups ivoiriennes qui vont bénéficier donc de renforcement de capacités et surtout de visibilité au plan international. Walter Amadou Ouattara est notre envoyé spécial à Paris et nous fait le point. Feu vert pour les visiteurs de l'édition 2023 du Salon international de l'innovation technologique Viva Technologie. Ce rendez-vous du high-tech ouvre ainsi ses portes à Paris. Des startups issues de 146 pays présentent leurs innovations et services. Grâce à un accompagnement du gouvernement à travers le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, la Côte d'Ivoire y est représentée officiellement pour la toute première fois. Les startups ivoiriennes viennent de façon officielle avec un accompagnement de l'État, ce qui montre tout l'engagement, toute la détermination de l'État aujourd'hui à accompagner ces startups. Cet engagement s'appuie sur la volonté du chef de l'État, volonté qu'il a exprimée donc, lors de son discours
31 décembre à l'occasion du Nouvel An, discours au cours duquel il a décrété l'année 2023, année de la jeunesse, mais avec des messages forts concernant le développement de l'économie numérique, notamment en ce qui concerne le programme d'accompagnement des startups et également la création d'un incubateur étatique donc qui pourrait mieux les prendre en charge et enfin la possibilité de leur permettre d'accéder au marché public. 4 jours durant, des talents ivoiriens vont tenter de convaincre les investisseurs à leur faire confiance en finançant leurs différentes idées novatrices. Ces startups ivoiriennes évoluent entre autres dans les domaines de l'éducation, la robotique, l'environnement, la santé et le e-commerce. Ce salon international se tient au parc d'exposition de la Porte de Versailles dans le 15e arrondissement à Paris. Jean-Marc Djadji nous ramène en Côte d'Ivoire. On descend à Grand-Bassam, à une 50aine de kilomètres d'Abidjan, pour prendre part à un atelier de formation organisé par le PAGEF-BAD à l'endroit d'experts de son comité technique de suivi. PAGEF, c'est le projet d'appui à la gestion économique et financière. Et l'initiative vise une meilleure appropriation des 6 dimensions d'un système de gestion des finances publiques et soutient la bonne exécution du PND 2016-2020. Explication. 40 membres du comité technique de suivi, CTS, et de la cellule technique de coordination du projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF renforcent leurs capacités. Ils sont formés sur les 31 indicateurs et le cadre de mesure de la performance de la gestion des finances publiques. Objectif de cette formation, faciliter la mise en œuvre du schéma directeur de réforme des finances publiques mis en place par le gouvernement. 4 missions qui vous sont assignées dans le cadre de ce projet de renforcement des administrations susmentionnées comprennent la préparation du rapport sur l'état d'avancement de l'exécution des activités et la facilitation de la compilation d'informations sur les activités du projet en vue de faciliter l'évaluation ex post des interventions du dit projet sur les activités réalisées dans vos administrations respectives. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du PAGEF, un projet d'appui institutionnel financé à hauteur de plus de 15 milliards de francs CFA par l'État ivoirien et la Banque africaine de développement, BAD. Signé le 14 juillet 2017, le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF est devenu opérationnel depuis novembre 2017. Le renforcement de capacités fait partie intégrante de ces missions. Nous sommes le 16 juin et cette date marque la célébration de la journée de l'enfant africain. Une commémoration en mémoire des enfants tués le 16 juin 1976 à Soweto en Afrique du Sud, alors qu'ils réclamaient leur droit à une éducation de qualité. Quels sont les défis en termes de protection de l'enfant dans l'espace numérique en Côte d'Ivoire? Élément de réponse avec la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Ces propos sont recueillis par Generosa Kwadio, Sephora Zegui et Michel Kwame. La protection de l'enfant dans l'espace numérique, c'est le thème au cœur de la 33e célébration de la journée de l'enfant africain. Occasion pour les États de réfléchir sur les conditions des enfants et prendre des mesures idoines pour leur mieux-être. En Côte d'Ivoire, le numérique et l'accès à Internet ont permis de dénoncer la maltraitance d'enfants, de suivre des formations, même en période de Covid-19. La ministre chargée de la question fait le point des avancées. Grâce à la magie de l'Internet et à la puissance des médias sociaux, de nombreux enfants ont retrouvé le sourire. Depuis 2015, le gouvernement ivoirien a institué la politique numérique comme mesure alternative pour la continuité de l'enseignement. Cette innovation a pu être expérimentée de façon effective à grande échelle lors de la crise de la Covid-19. On peut citer entre autres l'exemple du programme de téléenseignement Mon école à la maison qui a contribué à garantir le droit à l'éducation des enfants malgré le confinement. En dépit des efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire, des défis restent à relever. Alors que les technologies de l'information et de la communication offrent des moyens novateurs, elles exposent aussi les enfants de plus en plus à de nouveaux dangers qui leur sont préjudiciables, notamment en ce qui concerne leur vie privée et leur sécurité.
La protection de nos enfants s'inscrit donc dans la volonté du gouvernement d'engager tous les acteurs du monde des nouvelles technologies, de leur protection en vue d'une convergence des efforts garantissant aux enfants de Côte d'Ivoire la possibilité d'avoir des activités en ligne sûres, sécurisées et constructives. La ministre Nasseneba Touré a également invité les parents à prendre leurs responsabilités en faisant de la protection de leurs enfants une priorité. L'actualité internationale nous conduit au Mali. C'est la fin donc ce vendredi 16 juin à minuit de la campagne du référendum constitutionnel du 18 juin. Quasiment pendant 2 semaines, les partisans du oui et du non ont plutôt timidement battu campagne. Une campagne qui ne s'est pas déroulée sur tout le territoire national. Au nord-est du Mali, par exemple, dans la vaste région de Kidal, il n'y a pas eu de campagne électorale. La zone est essentiellement contrôlée par les mouvements armés impliqués dans le processus de paix et ne se reconnaissant pas dans le projet de nouvelle constitution, ils n'ont pas autorisé sur place le déroulement de la campagne. Fin de cette édition, merci.